Salut tout le monde et bienvenue sur Créativité, le podcast qui parle un peu de thé mais surtout de création. Je m'appelle Karel, dans la vie je suis dessinatrice, illustratrice, autrice de romans et je travaille depuis plus de 15 ans dans le cinéma d'animation. Mais vous me connaissez peut-être sous mon nom d'artiste ou de booktubeuse, Kodaleya. Sur Créativité, je vais vous parler de création dans l'écriture et le dessin, mes domaines de cœur. Ici, je vais aborder mes coups de boost, mais aussi mes coups de mou, mes retours d'expérience, mais mes aventures, mes peurs, mes angoisses, mes réflexions et mes expériences passées, actuelles et futures. Vous pouvez d'ores et déjà retrouver ce podcast sur Instagram, sur le compte créativité.podcast, donc créativité, THE à la fin, et le tout sans accent. Mais ne vous inquiétez pas, tous les liens seront dans les notes de l'épisode. En attendant, prenez une bonne boisson chaude et bonne écoute. Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ma foi, nous nous retrouvons aujourd'hui dans l'épisode 37 de Créativité. Malgré le fait que je vous avais promis un démiurge la dernière fois, changement de plan, malheureusement, j'ai dû annuler l'enregistrement donc de l'interview. Je vous dirai pas pour l'instant avec qui c'est. En tout cas, ce n'est que partie remise parce que l'autrice que je voulais donc interviewer, j'ai très hâte de faire cette interview. Mais on va chambouler un petit peu ce qui était prévu, tant pis. Je vais avoir plein de trucs à vous raconter en plus. Donc c'est un épisode qui va être plus vlogcast qu'autre chose, donc peut-être un nouveau format comme ça que je ferai de temps en temps. Je pense que ça aura été sans doute un épisode que j'aurais pu faire sur YouTube, mais vu que je suis malade en ce moment et pas très présentable, je me dis que le podcast est vachement mieux. Je vous préviens, il va durer peut-être un petit peu longtemps parce que je vais vous parler de pas mal de choses. Alors en vrac, je vais vous faire le petit sommaire là comme ça. La présence de Créativité sur YouTube, je vais revenir là-dessus tout à l'heure. On va reparler très vite fait du NaNoWriMo et du follow-up surtout de mes soumissions, puisque comme vous avez vu le titre de cet épisode, je vais être publié, et oui, donc je vais vous en parler plus en détail après. Je vais vous reparler de mes reprises de recherche pour Versipellis, et on va finir avec Obsidian. Voilà, ça c'était le sommaire de cet épisode. Je suis encore assez malade. Je vais essayer de monter au mieux cet épisode pour que vous ayez pas mes bruits de bouche, mes bruits de nez, etc. Bref, c'est pas la joie en ce moment. Mais j'espère pour améliorer un peu cette journée. Le thé de l'épisode, c'est le Roi Salomon. Toujours ce petit thé pêche abricotée. C'est un thé vert que j'achète au chocolat d'Edouard. C'est d'un palais d'été, je crois. Et qui est vraiment très bon, très fruité, j'adore. Il va me faire du bien en cette journée où je suis bien rhinopharyngée, on va dire. Alors vous avez vu que le sommaire de cet épisode est assez chargé. Je vais commencer tout de suite en vous annonçant donc que le podcast Créativité est désormais disponible sur YouTube. Donc le podcast est directement posté systématiquement à la sortie de chaque nouvel épisode sur ma chaîne YouTube, donc Kodaleya. Je vous mettrai les liens dans la barre d'infos. En tout cas dans les notes de cet épisode. Ils sont déjà tous disponibles, vous pouvez tout de suite aller les voir. Il y en a déjà qui ont commencé à être écoutés, c'est super intéressant justement de voir lesquels plutôt que d'autres. Il y a certains thèmes, je me suis dit, ah tiens, c'est marrant, ça a intéressé une quarantaine de personnes. Donc vous pouvez écouter les épisodes de Créativité sur YouTube. Donc comme je vous avais dit, un démiurge va arriver un petit peu en retard. J'ai dû malheureusement annuler mon interview le week-end dernier pour tout vous dire parce que je suis malade comme un chien. Je suis retombée malade tout simplement parce que j'ai mon système immunitaire qui est dans les chaussettes en ce moment pour la simple et bonne raison que je suis enceinte. Voilà, j'en suis à la fin du 5e mois. J'attends un petit garçon pour la fin du mois d'août, ce qui va du coup impacter beaucoup de choses à l'avenir, notamment par rapport à la publication de l'oiseau de feu. Mais ça, encore une fois, je vais y revenir. Petit aparté, la grossesse se passe très bien. En tout cas pour lui, moi je chope tout ce qui bouge, toutes les rhinopharyngites, tout, enfin bref, voilà. C'est pas super pour être honnête, mais on tient le coup, on tient la barre et on avance. Je voulais revenir ensuite sur le NaNoWriMo. Vous n'êtes peut-être pas du tout au courant, peut-être que oui, allez savoir, mais le mois d'avril était un mois de Camp Nano, donc c'est le petit Nano, c'est le petit frère du NaNoWriMo. Je sais plus si j'ai fait un épisode sur le NaNoWriMo, je pense que ça pourrait être intéressant. Je sais même plus de quoi j'ai parlé dans mes podcasts, c'est pas grave. Donc le mois d'avril du Nano, c'est un Camp Nano, c'est-à-dire que c'est un petit Nano. Et c'est un anneau où c'est à vous de déterminer l'objectif de mots que vous voulez faire pendant
ce mois-ci. Contrairement évidemment au NaNoWriMo du mois de novembre où on est limité, on va dire, à 50 000 mots. Pour les mois d'avril et mai, c'est un nano un peu light, on va dire. Donc c'est vous qui déterminez le nombre de mots que vous voulez écrire pendant ces mois-ci. C'est en plus un objectif que vous pouvez changer au fur et à mesure du mois. Si vous vous rendez compte que vous écrivez vite et que vous allez bientôt atteindre par exemple votre objectif premier de mots, vous pouvez l'augmenter. Vous pouvez le baisser si vous vous rendez compte que vous êtes un petit peu sous l'eau et que voilà, ça va être compliqué d'atteindre, je sais pas moi, 20 000 et que vous vous rendez compte que vous allez juste pouvoir en faire 10 000, vous pouvez le baisser. Enfin voilà, c'est assez flexible à ce niveau-là. Et ce qui est peut-être bien pour les grands et les gros écrivaines, c'est que vous n'êtes pas limité à 50 000 mots. Vous pouvez mettre même 100 000 si ça vous chante, si vous écrivez, je sais pas moi, 10 000 mots par jour. Bref, vous pouvez mettre justement des objectifs vraiment beaucoup plus hauts que le NaNoWriMo habituel, mais vous pouvez du coup mettre un tout petit objectif. Alors moi en l'occurrence, je l'ai fait sans le faire, on va dire, puisque je me suis mis l'objectif de 5000 mots, dans le sens où, voilà, j'avais pour objectif de commencer à travailler sur Versipellis. Donc le temps d'attendre d'avoir des réponses des maisons d'édition pour l'Oiseau de Feu, je me suis dit, bon bah tant qu'à faire, j'ai pris peut-être 1 ou 2 mois de repos, et j'ai senti que c'était peut-être un petit peu le moment de reprendre, en tout cas de la réflexion sur Versipellis, notamment sur le tome 2 et sur la suite, donc la préparation du tome 3 et 4. Et c'est ce que j'ai fait, en l'occurrence, et pour fêter aussi, j'avais envie de me faire plaisir en ce début d'année, j'avais envie d'investir sur moi et d'investir sur mon côté autrice, et que je trouvais que c'était arrivé en fait à point nommé. Je me suis offert un MacBook Air. Alors tout simplement parce que j'avais besoin de retrouver une espèce de nomadité, je sais pas comment on peut expliquer ça, mais j'écrivais, notamment quand j'allais au Chocolat d'Édouard, donc à mon salon de thé le dimanche matin, j'avais besoin donc d'emmener de quoi écrire, et j'emmenais mon iPad notamment. J'avais notamment acheté l'iPad à l'époque pour me servir de laptop, si vous voulez, d'ordinateur portable, pour me permettre d'écrire comme ça où je veux, en vacances ou dans un salon de thé, etc. Et à l'époque où j'avais acheté l'iPad, j'étais persuadée que le Scrivener qui est disponible sur l'iPad était la même version que le Scrivener disponible sur Mac. Ma grande erreur a été de me rendre compte que non, pas du tout. Scrivener sur iPad m'a grandement aidé pour tout ce qui est premier jet, mais j'ai très vite vu les limitations, notamment au moment des réécritures et des corrections, puisque tout le côté réécriture et correction qui est disponible sur Scrivener, c'est-à-dire que sur Scrivener, sur un PC normal ou sur Mac, on va dire, sur un Mac normal, donc vous avez un mode révision, si vous voulez, c'est que pour la première révision, tout ce que vous allez écrire va être écrit en rouge, tout ce que vous allez écrire pour la deuxième révision, ça va être en bleu, puis en vert, etc. Donc, en fait, votre texte va être visuellement parlant, si vous voulez, où vous allez voir en fait à quel moment vous avez rajouté des moments, à quel moment, à quelle étape de révision et à quelle étape de correction. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment assez apprécié et que je ne retrouvais pas sur iPad. Ce que j'avais trouvé comme alternative, c'était à chaque fois que je rajoutais une phrase ou un paragraphe, ou peu importe, donc dans mon texte sur iPad, il fallait que je souligne que ce soit un mot, une phrase ou un paragraphe, il fallait que je sélectionne en fait ce que j'avais rajouté et que j'aille chercher manuellement la nouvelle couleur pour qu'elle soit de la bonne couleur correspondant à mon étape de révision. Et ça, à la longue, c'est extrêmement chiant. Pour être honnête, c'est très chiant. Et là, du coup, je me disais, bon, c'était le moment, j'avais très envie de tester un MacBook Air, tout simplement. Je pense que ça m'a prise, je crois que c'était la retraite d'écriture avec toutes les filles. J'ai un épisode de podcast et un épisode sur YouTube si vous voulez aller voir. Et quasiment toutes les filles avaient un MacBook. Et je sais pas, c'est quelque chose qui m'a toujours assez attiré. Ça avait l'air très facile d'utilisation et je me suis dit que ça pouvait être l'opportunité, en fait, d'avoir un vrai Scrivener, d'avoir une vraie version Scrivener sur Mac, en sachant qu'en fait, même Scrivener sur Windows, Scrivener à la base, en fait, était un logiciel qui a été développé pour Mac. Et ensuite, pour Windows, j'ai l'impression que c'est deux équipes différentes qui sont donc programmeurs, que ce soit sur la version Mac et sur la version Windows. Pour vous donner un exemple, la version Scrivener pour Mac est passée à la version 3 assez vite, et pour Windows, ça a été une arlésienne pendant, mais je ne sais pas... Je crois qu'ils étaient déjà à la version 3 quand moi j'ai commencé à utiliser Scrivener pour Windows. On en était encore à la version 1. Et en fait, pour essayer de rattraper leur retard, ils sont passés à la version 3 d'un seul coup. C'est-à-dire qu'ils sont pas passés par la 2.
Donc ils sont passés de Scrivener 1 à Scrivener 3, quasiment presque 10 ans après que j'ai commencé à utiliser Scrivener. Bref. Et il y a aussi autre chose qui m'importe dans la version Scrivener pour Mac, et ça c'est une chose qu'il faudrait que je teste, c'est que contrairement à Windows, Antidote est intégré à Scrivener sur Mac, et ce n'est pas le cas sur Windows. Et comme Antidote est un logiciel que j'utilise énormément, que ce soit pour l'écriture du premier jet, pour tout ce qui est synonyme, etc., et ensuite évidemment pendant les corrections, c'est un outil indispensable qui m'accompagne tout le temps. J'avais envie d'avoir une vraie expérience d'écrivain sur Mac et du coup d'avoir Scrivener sur Mac. Et je reviens à mon NaNoWriMo parce que à la base je partais de ça, c'est que quand vous faites le NaNoWriMo, vous avez un discount, donc une réduction pour acheter le logiciel Scrivener. Donc vous avez à la base moins 20% pour n'importe qui en fait, pour n'importe quel nanoteur qui veut se lancer dans le NaNoWriMo, mais vous avez une réduction de moins 50% si vous réussissez à atteindre votre objectif de mots. Et en l'occurrence, moi j'ai Scrivener pour Windows, certes, mais je suis obligé de l'acheter pour Mac et j'avais foncièrement pas envie d'acheter une licence full price pour mon Mac. C'est pour ça que j'ai fait NaNoWriMo et que j'ai mis l'objectif de mots assez bas pour que je puisse atteindre cet objectif pour avoir les moins 50% de Scrivener pour Mac. Voilà, vous savez tout. Alors maintenant, je vais passer donc au follow-up de mes soumissions donc pour l'oiseau de feu. Alors je vous avais laissé avec l'épisode 34, donc entre deux manuscrits, mais aussi l'épisode 36, dossier de soumission, celui qui est sorti la semaine dernière pour ceux qui m'écoutent sur Patreon, ou il y a 2 semaines pour ceux qui vont m'écouter ici là sur les plateformes de podcast. Donc je vous avais parlé de qu'est-ce qu'on fait entre deux manuscrits, surtout quand on va soumettre nos manuscrits, qu'il faut attendre, etc. Et le dossier de soumission donc que j'avais préparé notamment pour l'oiseau de feu, qu'il faut aussi préparer avant et pour l'envoyer en même temps que le manuscrit. Ceux qui ont peut-être aussi suivi sur ma newsletter, je vous invite aussi peut-être à vous inscrire à ma newsletter si vous voulez avoir des news tous les mois sur l'avancement de l'écriture, mais aussi sur le dessin, et si vous voulez aussi sur la vie en général, et sur les séries que je regarde, sur les bouquins que je lis quand je lis, parce qu'en ce moment c'est pas la fête, et aussi sur le podcast. Je vous invite à vous inscrire à la newsletter parce que donc une fois par mois je vous parle de tout ça. Et donc dans cette newsletter je vous avais raconté que j'avais reçu notamment 2 refus sur les 6 soumissions que j'ai faites à l'époque, donc de l'oiseau de feu, entre la mi-janvier et la mi-février, je crois. Donc j'avais reçu 2 refus, un qui avait été argumenté, mais qui avait été argumenté de façon à ce que c'était assez positif. Disons que c'était pas le type d'Uchronie ou d'imaginaire qu'ils avaient en tête en fait pour publier dans leur ligne éditoriale, mais ils me félicitaient pour les qualités en fait de mon manuscrit. Donc ça c'était plutôt cool. L'autre refus que j'ai eu était un petit peu plus lambda, on va dire, mais j'ai fait partie de la vague de refus peu collectifs qui a eu lieu à ce moment-là. Je sais que je traînais sur ce thread et il y avait énormément de gens qui ont été refusés à ce moment-là. J'avais fait aussi un article donc sur mon blog, sur mon site internet, si vous avez l'occasion. Il y a un blog sur lequel je poste de temps en temps des articles pour donner justement des avancées sur le manuscrit, etc. Donc si je vous invite aussi à aller voir, je vous mettrai le lien pareil dans la description de cet épisode. Et après donc ces 2 refus, j'ai reçu, alors au début c'était pas des OK si vous voulez, c'était en gros vous avez passé la première étape de notre sélection, est-ce que votre manuscrit est toujours sur le marché si vous voulez, est-ce qu'il est toujours disponible à la lecture, est-ce qu'il n'a pas déjà été opté par une autre maison d'édition, en tout cas il nous intéresse. Et il y a 2 maisons d'édition qui m'ont approché pour me dire peu ou prou ça. Le manuscrit avait passé un peu leur première étape de sélection, évidemment le dossier de soumission, pour vous dire que le dossier de soumission est super important pour qu'ils puissent faire un petit peu une idée du reste du manuscrit sans avoir forcément tout le manuscrit sous la main. Il les intéressait pour qu'ensuite ce manuscrit-là passe donc par leur comité de lecture, et comité de lecture qui devait rendre un avis positif ou négatif et qui allait du coup influer les éditeurs pour savoir si ça allait les intéresser ou pas de publier le roman dans leur maison d'édition ou non. Et il se trouve que mon manuscrit a été accepté dans les 2 maisons d'édition. Le truc de fou. Le choix du roi, comme dirait ma copine Floriane. Et je vous avoue que c'est une situation que j'avais jamais envisagée. Alors déjà, avoir un oui, c'est déjà énorme. Alors 2 oui quasiment instantanément, c'est OK. Et là, la question, c'est, mais en fait, qu'est-ce que je vais faire? Parce qu'il faut comparer les 2 offres, parce que faut essayer de faire son choix sur des
des argumentaires, ou en tout cas c'est un choix stratégique, on va dire, puisque les deux maisons d'édition sont différentes, laquelle on va privilégier par rapport à l'autre, sur quel terme, il faut négocier le contrat, etc. Donc là, pour l'instant, j'en suis à ce niveau-là. Je vous en dirai peut-être un petit peu plus quand j'aurai été plus loin, notamment quand j'aurai signé un contrat, etc. Mais voilà ce que ça fait d'avoir été accepté dans deux maisons d'édition. C'est assez énorme, je dois avouer. J'ai eu donc les retours, notamment le comité de lecture, qui a souligné plein de choses que je savais, peut-être qui étaient des pistes d'amélioration que je savais déjà en fait quand j'envoyais mon manuscrit. Et par contre, ce qui était très très cool, c'était le retour du coup des lectrices, donc du comité de lecture, parce que il y avait beaucoup de compliments autour de mon style, autour des personnages, autour de l'intrigue, autour de plein de choses qui du coup m'ont vraiment rassurée et vraiment fait plaisir, parce que je me suis rendu compte que le travail que j'avais fait pendant 3 ans et demi, 4 ans avait porté ses fruits. Et en fait, c'est une première étape. C'est quelque chose d'avoir des bêta-lecteurs qui vont être, mais qui sont quelque part, vous savez, dans la boucle, et qui sont dans le mécanisme de correction du manuscrit, etc. Là, ce sont des gens qui ont le produit, entre guillemets, fini, et à voir si en fait on a fait assez bien notre travail pour faire en sorte qu'ils aient apprécié les personnages, qu'ils aient apprécié l'intrigue, qu'ils aient apprécié les mystères, qu'ils aient apprécié aussi la prose, parce que ça c'est quelque chose, le style en écriture c'est un petit peu particulier. Moi je sais pas trop comment le définir, le mien, pour être honnête. C'est un peu comme le style de dessin, c'est quelque chose qu'on cherche et qu'on trouve pas forcément en le cherchant des fois, mais c'est quelque chose qui se travaille quelque part, mais qui des fois est comme une empreinte, si vous voulez, où parfois en fait on se rend pas compte qu'on l'a, mais on l'a, quoi. Voilà, ça c'était un petit peu le follow-up pour les soumissions, donc stay tuned pour avoir la suite des aventures de l'Oiseau de Feu, puisque vu que le manuscrit a été accepté donc dans 2 maisons d'édition, il y aura très bientôt, je pense qu'on va parler des corrections éditoriales, et comme je vous ai dit au début, avec mon bébé que j'attends et que voilà, qui va bientôt arriver en milieu d'année, et que va falloir jongler entre ça et les corrections éditoriales, etc. Je pense qu'il y aura plein de choses à parler à ce moment-là. Alors maintenant, je voulais vous parler aussi des recherches pour Versipellis que j'ai recommencé. Jusqu'à maintenant, j'avais juste travaillé, c'était cet été, notamment sur Plotter, sur Notion, pour mettre à plat notamment l'intrigue de mon tome 2, et aussi commencer à réfléchir ce que je voulais mettre dans mon tome 3 et 4. Parce que pour moi, Versipellis, ça a beaucoup bougé. Au début, c'était 2 trilogies de 3 livres, donc ça faisait 6 livres. Je me suis dit que peut-être que non. Et j'ai tout recondensé donc en une quadrilogie, une tétralogie. Pour l'instant, je suis là-dessus. Maintenant, je suis pas forcément fermée s'il y a besoin. Mais je pense que ce sera 4 minimum, parce qu'avec toutes les intrigues que je développe, etc., je pense que 4, ce sera vraiment le minimum. Ça pourra peut-être déboucher sur 5, mais à mon avis ce sera plus sur 4. Et là donc j'avais besoin de remettre tout à plat par rapport à des choses que j'avais brainstormé, que j'avais avancé à l'époque, donc entre le mois d'août et le mois de décembre. J'avais essayé de reprendre mes notes, et je m'étais rendu compte que j'avais pas mal d'incohérences, il y avait des choses en fait qui faisaient que je ne m'y retrouvais pas. J'arrivais plus à savoir quelle était la bonne version, parce que il y avait des petits bouts de version qui étaient à chaque fois différentes en fonction de si c'était sur Plotter, si c'était sur Notion, etc. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis allée un beau dimanche matin au Chocolat d'Édouard. Vous savez à quel point j'aime ce lieu-là pour me permettre de travailler de manière sereine, et c'est souvent là-bas que je vais quand j'ai vraiment un problème, que j'ai besoin de remettre tout à plat. C'est souvent là-bas que j'arrive à trouver des solutions. Je sais pas pourquoi, pour des trucs un petit peu touchy comme ça, un petit peu compliqués, le faire de chez moi, il y a peut-être trop de distractions ou trop de choses à faire, etc. Et je trouve que là-bas j'arrive à avoir un esprit beaucoup plus clair et beaucoup plus analytique, peut-être, je sais pas. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris donc sur Notion, et j'ai oublié Plotter pour l'instant. C'est-à-dire que grâce à Plotter, j'avais fait, vous pouvez voir je vous renverrai vers l'article sur mon site internet où vous pourrez voir un petit peu à quoi ressemble Plotter. Mais ce que j'avais fait sur Plotter à l'époque, donc c'était l'été dernier, c'est que j'avais mis à plat toutes les intrigues de mes romans. Et j'avais comme ça écrit des moments clés pour chacune des intrigues, pour chacun des personnages, etc. Des choses qui leur arrivaient, des choses qui arrivaient aux autres personnages, aux antagonistes, des événements qui arrivent au sein d'intrigues un peu plus larges, pour essayer de structurer comme ça, notamment le tome 2, et puis ensuite de mettre des choses dans le tome 3 que je sais qui va arriver, mais qui sont pas encore totalement développées. Et ça, c'était vraiment le premier travail que j'avais fait, ce qui fait que j'avais quasiment planifié mon tome 2, on va dire à 80%. Je l'ai pas encore chapitré, je l'ai planifié en fait dans les grandes lignes. J'ai pas été jusqu'au
au détail en fait des scènes, scène par scène, chapitre par chapitre, parce que ça c'est plus de la mise en scène on va dire, mais j'avais mes moments clés, donc j'en ai 22 je crois, 22 moments clés dans mon tome 2, et j'avais besoin de relire tout ça avec en plus ce qui s'est passé entre le tome 1 et le tome 2, puisqu'il y a 10 ans qui se passent, il y a une grosse ellipse de 10 années entre le tome 1 et le tome 2, et j'avais besoin de voir donc qu'est-ce que je décidais de ce qui s'est passé, quelles conséquences ça avait donc 10 ans plus tard, où est-ce qu'on retrouve nos personnages 10 ans plus tard, et quels allaient être leur arc narratif, leur arc de personnage, de changement de personnage, en tout cas dans le tome 2 et ensuite dans le tome 3 et 4. Et j'avais fait ça à la base dans Plotter et j'avais tout remis, dans Notion, c'est-à-dire que dans Plotter, ce qui est bien, c'est que ça fait comme des chapelets, en fait, chaque ligne était en fil d'intrigue, et sur chaque fil d'intrigue, vous avez comme des perles, en fait, qui vont correspondre au moment clé 1, moment clé 2, moment clé 3, en essayant de garder un certain respect de la chronologie entre les événements, même s'ils se passent pas avec les mêmes personnages, il se passe avant tel ou tel autre événement, si vous voulez. Je sais pas si c'est très clair, mais en tout cas voilà. Et j'avais besoin du coup de tout resynthétiser sur Notion en mettant moment clé 1, en fait pour Nig, mon personnage principal, il se passe ça, pour June il se passe ça, pour l'antagoniste il se passe ça, pour essayer de tout remettre un petit peu dans l'ordre. Et c'est là que je me rends compte que chaque moment clé va pas forcément donner lieu à un chapitre, mais va peut-être donner lieu à 1, 2, 3 chapitres, puisqu'on a des points de vue différents. Et donc après, à moi de voir comment je vais chapitrer tout ça, mais en tout cas, d'essayer de condenser chacun des moments clés avec donc ce qui correspond en fait à chacun des moments clés d'un plotter. J'espère que vous me suivez en tout cas. Voilà, j'avais besoin de tout relire et d'essayer de voir s'il n'y avait pas encore des problèmes anachroniques, s'il n'y avait pas des choses qui se passaient, par exemple dans le moment clé 1 et qu'en fait dans le moment clé 3, on se rend compte que ce qui se passe, ça va à l'encontre de ce qui s'est passé dans le moment clé 1, enfin ce genre de choses. Il fallait aussi essayer de voir, de travailler la temporalité aussi, par exemple, s'il y a un personnage qui a une grosse annonce dans le moment clé 1, et les conséquences de ce qu'il va ordonner de faire donc dans le moment clé 1, il va pas arriver dans le moment clé 2, c'est trop rapide quoi. Après tout dépend évidemment le temps qui se passe entre chacun des moments clés, mais des fois il faut espacer de quelques temps pour que ce soit un petit peu plus crédible. Voilà, on n'est pas à l'époque du téléphone, il peut pas appeler le FBI pour avoir les renseignements qu'il veut et les avoir tout de suite, si vous voyez un petit peu le parallèle. Donc il fallait un petit peu articuler comme ça toute cette temporalité, et j'ai remis un petit peu comme ça ma planification un peu plus d'équerre on va dire. Je l'ai envoyé à une de mes amies qui a été bêta lectrice sur le tome 1 et qui connaît très bien l'histoire pour justement avoir son avis, parce que peut-être qu'elle a un œil un peu plus neuf et qu'elle a du recul là-dessus et qu'elle est capable de me dire attends là, je sais pas, t'as carrément des personnages qui ont disparu, qu'est-ce qu'ils sont devenus, ou alors par exemple je me pose des questions, souvent j'écris les questions que j'ai en tête, par exemple ces personnages-là, est-ce qu'ils sont vraiment nécessaires, est-ce qu'il faudrait peut-être pas les faire disparaître d'une façon ou d'une autre, et quid de machin, quid de ça, qu'est-ce que savent les personnages, qu'est-ce qu'ils disent à qui, quelles informations ils retiennent par rapport à d'autres personnes, enfin bref, il y a tout ça à réfléchir en amont, et c'est un moment qui est assez excitant, je dois dire. C'est un moment en tout cas de la préparation d'un roman que j'aime beaucoup, parce que on commence à voir le roman apparaître, si vous voulez, sous vos yeux, même s'il y a encore des zones qui sont un peu floues, des zones qui sont pas assez détaillées, etc. Mais il commence à prendre forme, et je trouve que moi il me plaît beaucoup ce tome 2, et il l'ouvre sur pas mal de choses, sur beaucoup de rebondissements, etc. Et voilà, j'ai très très hâte en fait de l'écrire. Et ces recherches pour Versipellis, là j'ai carrément aussi repris des recherches de documentation, puisqu'il va se passer des choses dans ce tome 2 notamment, où j'ai besoin de documentation notamment historique. Et c'est ce qui m'a poussé à remettre les pieds à la bibliothèque. Ça faisait 4 ans depuis quasiment le Covid que j'avais pas mis les pieds à la bibliothèque. Et alors faut savoir que c'est un endroit que j'adore. Moi j'ai une relation aux bibliothèques assez charnelle. J'adore les bibliothèques. Là j'ai une petite bibliothèque communale qui est assez petite par rapport à celle dont j'avais l'habitude en région parisienne, mais qui pallie un petit peu leur côté un peu petit, et elles ont un fond un peu plus restreint, parce que c'est une petite commune de province, etc. C'est pas j'habite pas à Bruxelles, c'est pas une grande bibliothèque, mais ils ont quand même réussi à pallier à ça, parce qu'ils sont en réseau avec toutes les bibliothèques de la province, notamment de la province du Luxembourg où j'habite, ce qui fait que si vous
cherchez un article ou si vous cherchez un roman ou un livre, peu importe, qui se trouve dans la bibliothèque, je sais pas moi, à l'autre bout de la province, eh ben il y a moyen de le réserver. Ils font des prêts comme ça inter-bibliothèque et j'arrive toujours à trouver ce que je cherche et ça c'est vraiment chouette. Et ces derniers temps, je me suis rendu compte justement en y allant qu'ils ont en plus développé, ça j'avoue j'ai assez halluciné. Si vous cherchez par exemple l'article dans un magazine, peu importe lequel, et que cet article-là se trouve dans une autre bibliothèque, eh ben ils ont tout un système où en fait vous pouvez leur demander par email qui vous envoie la version scannée de l'article et il vous l'envoie par email quoi. J'ai halluciné, je me suis dit waouh, on est vraiment au 21e siècle, c'est trop bien. Et donc j'y suis allée pour chercher notamment donc faire des recherches sur je vais vous dire peut-être comme ça vous donnera peut-être des pistes sur Charles VI, le bal des Ardents et sur Isabeau de Bavière, peut-être que ça vous donnera des idées. Charles VI c'était le roi fou pendant la guerre de 100 ans, donc un roi qui avait une santé mentale très 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 fragile. Il y avait sa femme aussi, Isabeau de Bavière, qui, j'espère que j'ai pas dit Isabeau d'Anjou ou autre chose, parce que ça se trouve ma langue a fourché. Et il y a des choses qui sont passionnantes là-dessus, et donc la folie du roi, etc. Et là, je vais aussi me documenter sur tout ce qui est des troubles de personnalité borderline, parce que je me suis rendu compte que j'ai un de mes personnages principaux qui a pas mal de symptômes qui pourraient correspondre à ça. Donc je vais essayer de creuser de ce côté-là, et ce qui va me faire remettre les pieds très très vite à la bibliothèque, et justement pour traiter toutes ces données, ces recherches, que ça fait longtemps pour être honnête que j'ai pas fait des recherches comme ça. En fait depuis l'Oiseau de Feu, j'avais creusé sur l'Orient Express, sur des choses, sur Napoléon aussi, puisque comme je vous disais, l'Oiseau de Feu c'est une uchronie, donc j'avais besoin de choses un petit peu historiques là-dessus, mais je m'étais vraiment limité donc à quelques bouquins, à quelques articles sur Wikipédia, etc. Mais là, j'avais besoin d'un petit peu plus de connaissances et de recherche. Et pour donc traiter, comme je vous disais, ces articles, d'autant que j'ai des articles dans des revues historiques, j'ai des articles Wikipédia, j'ai aussi réservé des bouquins et acheté des bouquins donc pour mes documentations, des bouquins d'occasion. Et c'est en fait pour traiter ces données-là, je me suis mise à Obsidian. Alors Obsidian, c'est un logiciel qui concurrence un petit peu Notion. Et j'ai découvert Obsidian il y a quelque chose comme un an. Pareil, je vous mettrai les liens dans la barre d'infos. Si ça vous intéresse, allez jeter un œil sur YouTube. Il y a des vidéos de présentation de ce qu'est Obsidian et de ce que ça peut vous apporter. Alors justement, pour tout ce qui est documentation, si vous lisez des trucs un peu académiques, etc., si vous faites des thèses ou si vous faites des mémoires, je pense que j'aurais adoré avoir ça quand j'ai fait mon mémoire en maîtrise à l'époque. Bon, c'était pas le cas, mais bon, voilà. La façon dont c'est construit, dont c'est conçu, c'est vraiment intéressant. Voilà, quand on a beaucoup de données, beaucoup de choses où il faut faire des liens entre les choses. J'ai vu qu'il y avait aussi pas mal d'écrivains et écrivaines qui utilisent Obsidian pour tout ce qui est en fait pour faire leur wiki pour leur roman. Moi, je sais pas si j'ai envie de passer sur Obsidian pour faire mon wiki, d'autant que je l'ai quasiment entièrement développé sur Notion. Donc, il y a un côté de moi qui a envie de tester, mon côté inspecteur gadget là, mais l'autre côté qui me dit arrête, non, c'est de la procrastination active. Ça, c'est juste pour repousser le moment où pour écrire quoi. Maintenant, je me dis que peut-être que ça pourrait être intéressant de prendre le temps, de voir ce que peut proposer Obsidian à ce niveau-là. Et donc voilà, donc j'ai pris des notes, des articles que j'ai pu lire, etc. dans Obsidian, à faire des liens entre des concepts et des événements, etc. Maintenant, à voir comment je vais creuser le truc. Obsidian, comme je vous ai dit, je l'avais découvert il y a un an et il était un petit peu plus austère, je dirais. Même s'il est beaucoup... on peut mettre plein de plugins, on peut mettre plein de modules pour améliorer le truc. Mais là, ils ont rajouté des nouvelles fonctionnalités qui sont de base dedans, même dans la version gratuite. Donc, on peut mettre des Kanban, on peut mettre des cartes mentales, on peut mettre... ça, c'est des cartes mentales. Je trouve que ça manque un petit peu à Notion, pour être honnête. Donc, on peut mettre des cartes mentales. On peut mettre aussi comment ils appellent ça, des nouvelles toiles, donc un peu comme Miro si vous voulez, donc des toiles comme ça vous allez pouvoir mettre des images, etc. Et j'ai vu des gens qui l'utilisaient donc pour développer leur univers de romans, etc. Et j'ai trouvé ça très très intéressant. Donc ça peut être utilisé de façon complètement différente, de manière totalement différente et complémentaire. Maintenant, à voir si ça va prendre le pas sur Notion, si ça va être complémentaire à Notion, et peut-être pas mélanger le tout. Donc stay tuned aussi à voir si ça vous intéresse d'avoir aussi mon retour sur Obsidian, hein, n'hésitez pas. Si ça peut vous intéresser, je me ferai un plaisir de vous ramener tout ça.
Voilà, c'est la fin de cet épisode. Il aura été long, mais je vous avais dit, le sommaire était assez conséquent. Alors je sais pas si des petits vlogcasts comme ça vous intéresse de temps en temps. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, que ce sera peut-être pas non plus tout le temps. D'habitude, je fais des trucs avec des sujets un petit peu plus précis. Mais s'il y a comme ça des petites nouveautés, quand j'ai pas forcément d'idées pour faire des retours sur des choses très très précises, ça pourrait être intéressant. Voilà, écoutez, je vous fais des bisous. Vous pouvez me retrouver comme d'habitude sur Instagram. Vous pouvez me retrouver dans ma newsletter. Vous pouvez me retrouver sur mon site internet. N'hésitez pas à y aller. Il y a plein d'articles et il y a plein de photos, etc. Tous les liens de tout ce dont je parle sont toujours dans les liens ou dans les articles que je poste sur mon blog. Et en attendant, je vous dis à la prochaine dans 2 semaines. Je ne sais pas du tout ce que je vais faire. J'espère que j'aurai peut-être le temps de faire mon interview. Sinon, on parlera de la dictature des réseaux sociaux. Donc voilà, comme ça, je vous laisse un petit peu dans le mystère. Et je vous dis à la prochaine dans un nouvel épisode. Je vous embrasse. Ciao, ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous appréciez ce podcast, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur mes réseaux ou 5 étoiles sur votre application de podcast préférée. Et si vous voulez engager une conversation, vous pouvez d'ores et déjà me trouver sur mes comptes personnels, Instagram, Twitter ou Twitch, sous le nom de Kodaleya, et sur le compte Instagram de ce podcast, Créativité, THE, le tout sans accent, .podcast. Je vous dis à la semaine prochaine, et d'ici là, créez avec passion. Bye!